Ok, let's go. إذا نحكي لكم على une histoire d'enlèvement alien qui a été vécue par 6 personnes. 5 d'entre elles قريب ما خلصت عليهم في الحبس. Le 6e صابه 5 jours après, demi-nu, dans un état de choc extrême au milieu de la route. نهضروا عليها. Allez, intro. Salam alaikum les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ain Théorie. اليوم نهضروا على l'histoire de Travis Walton. C'est parmi les histoires les plus troublantes et les plus spécifiques, simplement parce que le niveau de détail fait il est extraordinaire. Allez, sans trop tarder, sautons directement dans le vif du sujet. C'était le 5 novembre 1975, quand une équipe de bûcherons qui travaillait dans la forêt de Snowflakes, à 200 km de Phoenix dans l'état de l'Arizona, venait de finir le travail. Dès qu'ils ont fini le travail, ils ont roulé un petit peu, mais avant même de quitter les buissons, ils ont remarqué une sorte de lumière bizarre, une sorte de boule lumineuse qui se baladait derrière les arbres. Donc ils se sont mis en route, mais plus ils se rapprochaient, plus chef oubliait de la lumière qui est assez élevée. Donc ils ont commencé à paniquer chouïa. Sauf واحد فيهم. Donc نهضروا عليه. Bref, ils se sont retrouvés dans un endroit assez dégagé. En face d'eux, un objet ovale métallique très lumineux qui survolait à environ 2 à 3 mètres du sol. Les collègues de travail étaient hyper effrayés, mais Travis Walton qui a fait la place avant, خرج وبدا يجري vers l'objet. Même صحابو ما فهموش علاش. هو il s'est dit dans sa tête c'est probablement une arnaque اللي داروها كاش دراري ولا كاش caméra cachée. Mais le problème c'est que plus il va commencer à se rapprocher de l'objet, plus l'objet il va commencer à émettre un bruit très fort. شغل عناني يا خو بركا ما تقرب. Mais ouais, il a continué à se rapprocher. Pause. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça va beaucoup m'aider pour le référencement sur YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Allez, on reprend. À ce moment précis, l'objet a commencé à émettre des vibrations tellement fortes que le conducteur les a senties sur le volant. Même le conducteur était genre, oula, ça sent pas bon. C'est pas une caméra cachée, ce n'est pas des campeurs non plus. C'était à ce moment-là que Travis commençait un peu à regretter la décision qu'il a prise. Donc Travis, lui, il fait demi-tour, et c'est là qu'ils ont remarqué un truc assez ouf. En quelques secondes, un faisceau lumineux bleu verdâtre a percuté Travis et l'a plaqué contre le sol. Le chauffeur n'a pas réfléchi deux fois, il a démarré à pleine vitesse vers la forêt. Bon, à ce moment, il pensait qu'il était mort. Mais au bout de 800 mètres, ses collègues ont commencé à culpabiliser. Donc ils ont décidé de faire demi-tour et aller le récupérer. Qui roulait sur les lieux, ils ont pris leur lampe de poche, mais il n'y avait aucune trace de Travis, ni d'objet lumineux, ni de secours volant, ni rien. La soirée, sans aucune trace de Travis. Donc ils ont directement au commissariat et l'histoire à la police. Une enquête approfondie s'est faite dans la forêt. Djabou des chiens renifleurs, mais il n'y avait pas la moindre trace de Travis Walton. En fin de compte, la police ils les ont accusés de meurtre. Ils les ont pas vraiment pris au sérieux. Le corps à Travis. Mais le 5e jour, il a un appel depuis une cabine téléphonique, pas loin de la forêt de Snowflakes. S'est présenté comme Travis Walton et a demandé de l'aide. Bon, je sais pas pourquoi, mais à force de répéter le mot Snowflakes, ça m'a donné envie de manger des cornflakes. J'ai un petit creux, je reviens. Bon, c'est pas des cornflakes, des chocs à pic, mais c'est toujours bon. Allez, on reprend. Maintenant, on va passer à la partie la plus croustillante, ce que Travis Walton a vécu. Pour commencer, ce qui était pour tout le monde 5 jours, pour Travis Walton, c'était quelques heures seulement. La dernière mémoire qu'il a gardée avec ses collègues, c'est qu'au moment où il a commencé à voir l'objet se soulever, il a senti comme si il a été électrocuté par un câble électrique de haute tension, avant de perdre connaissance. En fait, c'était l'effet du faisceau lumineux bleu verdâtre que ses collègues ont vu. Dès qu'il a repris conscience, la première chose qu'il a remarqué, c'est qu'il était allongé sur une table d'examen avec une lumière au-dessus de lui, en pensant qu'il était dans un hôpital en train de se faire soigner par des médecins. Mais au fur et à mesure qu'il a récupéré sa vue, plus il réalise que c'est au fait pas des médecins, mais des êtres de 1 mètre, avec une peau blanche comme un champignon, une tête gigantesque et des yeux surdimensionnés par rapport au corps. Ils portaient tous les trois une combinaison très foncée. Automatiquement, il a paniqué sur le coup, il est devenu complètement hystérique, il s'est levé et a pris un objet en forme de bâton qu'il a utilisé pour se défendre. Al-Hamdi en forme de bâton et une texture de verre. Mais pour lui, ce qui était le plus effrayant, c'est que les 3 êtres sont restés parfaitement calmes. Ils ont reculé, ils ont pris directement la sortie sans dire aucun mot ni rien faire. Ou kharjoum la porte de droite. Oui, parce qu'en fait, quand Travis a pris l'autre sortie sur sa gauche qui était en fait un long couloir qui l'a mené vers une plus grande salle. Donc à la partie la plus bizarre, préparez vos cerveaux. La salle Hadia, il a remarqué plusieurs objets métalliques en forme de disque ovale, similaires à celui qu'il a enlevé. Il a vu un homme avec un casque, grand de taille, qu'il a pris par le bras, Travis mais l'homme ne répondait pas et continuait d'avancer assez vite. Travis قال sûrement parce qu'il a لابس le casque, mais يسمعنيش وما يقدرش يهضر معايا. Il l'a emmené au fond de la salle où il y avait 3 autres personnes, 2 hommes et une femme, tous des blancs,
Grande de taille et parfaitement identique, comme si c'était des frères quadruplés, mais à celui qui avait un casque. Moi perso ça m'a fait penser à des clones, je sais pas pourquoi. Bref, ils l'ont allongé sur une chaise, similaire à une chaise qu'on trouve chez les dentistes. Ils lui ont mis un petit masque à gaz sur le visage, il a continué à leur poser des questions. Son dernier souvenir, c'est que le masque m'a fait un tuyau, mais une boule sphérique attachée au masque. Dès qu'il a inhalé, c'était la dernière chose qu'il a gardée en mémoire. وغير حل عينيه شاف l'objet اللي رفضو décoller vers le ciel à pleine vitesse, et c'est là qu'il a appelé la police. Je sais pas pour vous, mais le niveau de détail dans cette histoire est très poussé. Travis Walton mazalou عايش jusqu'au jour d'aujourd'hui, il maintient à son histoire وما بدلش فيها كلمة. كهضروا مع plusieurs journalistes sceptiques, alors je fais que raconter mon histoire, vous êtes libre de me croire ou pas. هذا ما كان. L'essentiel, خلي لكم les liens dans la description pour celui qui veut faire plus de recherches. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous êtes intéressé par la crypto, عندي une deuxième chaîne, cliquez ici, je vous dis portez-vous bien, restez curieux, à la prochaine vidéo les amis. Allez, ciao. Travis Walton got out to take a closer look. As he got nearer, something happened that made his companions panic. It was hovering up here, just below the tops of the trees, and it was about 25 feet in diameter. What he saw was a bright object hovering in midair. When I got up about here, I crouched down behind a log, and I could hear a sound coming from it. It was kind of a very strange mechanical sound. And I was kind of wrestling with the idea of being so close to this. I'd expected it to take off, you know, and in running up here, I figured this was my last chance to, you know, to see this thing up close. But I decided I'd better get the hell out of there. And as I raised up and turned to go, I felt this numbing shock and blacked out. The guys in the truck said they saw this brilliant beam come out of the bottom of the craft and hit me in the head and the chest and knocked me flying through the air. When his companions returned to the scene, they found no sign of Travis. He maintains that he blacked out and came to inside a strange room. I didn't regain consciousness very quickly. I was very groggy and in a lot of pain. But when I could finally focus my eyes, I saw these creatures standing over me, which just flipped me out immediately. I was pretty hysterical. I was screaming all kinds of things at them, and they started towards me. And I grabbed a thing off of the table there and lashed out at them, and they stopped. They just kind of put their hands out like that at me. And then they just turned around and left the room. And I was afraid they'd come back, so I was going to try to find a way out of there. I guess I kind of assumed I was still, you know, or that the craft was still here in the woods. But I went looking for a way out. I went into another room, and as I was looking for a way out, another being came in, and this was a very human-appearing person. He led me out of this craft, which appeared to be parked inside of a larger building or a larger craft. He just took me right out of there, down a hallway to a room where there were some other people who looked like him. They put this mask over my face. It was kind of like an oxygen mask thing. There was no hose connected to it. They put it over my face, and that was the last thing I knew. I just blacked out. Travis Walton says that the incident ended 4 days later when he found himself lying at the side of a road not far away. I was the kid. I thought we was going to go to jail for murder. There was times I was saying we need to go back. There was times I was saying we need to go get help. You know, I mean, it went back. Everybody was going back and forth, you know, in their own minds and between each other. When we got back there and we looked around the area and we couldn't find Travis, that's when it hit Mike. Mike and Travis were best buddies then, you know, and stuff. And I think he felt really bad about taking off and leaving him like that. It was pretty hectic, and it was very emotional at that point. Yeah, your mind just takes off. We came off the mountain after we was looking for Travis, and we couldn't find him. And we pulled in there, and Kenny got out and called the sheriff's department. It didn't come directly to me. It came to a deputy sheriff in Heber who called me on the phone, and then he gave me a little more detail on it. When I arrived there were 6 young men. They were just stomping around, and a couple of them were crying. And I tried to get just as close to each one of them as I could to see if I could detect odors of marijuana or alcohol or anything like that. The question is, what the hell happened to this young man? How is it that he could just disappear? We're a rough-looking bunch then, you know, and a bunch of us out there with chainsaws and that, and some conflicts here and there, you know. So they just immediately started assuming, well, they killed this guy, you know, because they weren't going to believe that wild story we were telling them. The police, and no one can blame them, had to look
at the much more obvious real-world possibility that these hardworking, tough blue-collar guys, even though they were friends, there was a falling out, there was a fight, an argument, and one way or another, Travis lost his life. When we went to search the next day, they split us up. They had a deputy with each group, and the whole time the deputies asked me, and tell me, well, if you just tell us where the body is and what you did with Travis, we can all go home and get this over with. I think we'd made contact with the dog handler from Arizona State Prison. He came on site and started from the point where it had been pointed out as where the incident occurred. The days proceeded on, and the helicopter went around, and people expanded and expanded, and we never found a footprint or a sign anywhere of Travis Walton. They took me first, and I was scared to death. I figured I was gonna flunk it no matter what. I didn't want to come here. I tried to sneak out the back door the day of the polygraph test, because all week long I've been hearing, well, they're gonna set it up to make you guys look guilty, and y'all ain't never gonna come out of that jailhouse. We couldn't get out. You know, we weren't, it was like being under arrest, but they didn't just say we were, you know, but it wasn't no different. We weren't leaving. Nobody was going anywhere.